lundi 15 juillet 1816. Sur les 10 heures, l'empereur est entré dans ma chambre. Il venait me surprendre, voulant promener. Je l'ai suivi. Il a marché quelque temps vers le bois où la calèche est venue le prendre. Il y avait bien longtemps qu'il n'en avait fait usage. J'étais seule avec lui et la conversation a roulé tout le temps sur la ville qui le concerne et nous est étrangers. Aurait-il l'empereur a hésité sur déjeuner sous les arbres. Mais il s'est hésité à rentrer et n'est pas ressorti de tous les jours. Il a dîné seul. Après son dîner, il m'a fait appeler. Il lisait des Mercures aux journaux anciens. Il y disait diverses anecdotes des circonstances de bon marché, lesquelles l'empereur avait constamment repoussé en dépit de tout son esprit lors de son consulat à cause de sa mauvaise réputation et de sa grande immoralité. Ces lectures étaient piquantes pour l'extrême différence des mœurs, bien que dans des temps si voisins. Elle lui a présenté le voyage de Louis XVI à Cherbourg, sur lequel il s'est arrêté quelque temps, puis il a passé aux travaux de Cherbourg et de parcourir leur historique avec cette clarté, cette précision, cette piquance qui caractérisant tout ce qu'il dit. Cherbourg se trouve au fond d'une semi-circulaire dont les deux extrémités sont l'île Pelée à droite et la pointe Kirkeville à gauche. Le lignement qui joint ces deux points forme la corde ou le diamètre. Et cure et ouest. Est et ouest. En face au nord et de très peu de distance, 20 lieues environ, est le fameux Portsmouth, le premier arsenal des Anglais. Le reste de leur côte presque parallèlement en face de notre. La nature a tout fait pour nos rivaux. Nous allons tout refuser le rivage sans sein et se nettoyer encore chaque jour et présentant beaucoup de vent, une multitude d'abris, des havres de port excellents. Nos côtes, au contraire, sont remplies de gris. Elles ont peu d'eau et s'encombrent généralement davantage. Nous n'avons pas une seule véritable porteur grande dimension dans ce barrage, si bien que les cendres ennemies mouillées à Portsmouth n'ont pas même besoin de mettre sous voile pour nous inquiéter. Il suffit de quelques bâtiments légers pour les avertir. Et en moment sans peine et sans danger, elles se trouvent sur le proie. Un purée dire qui était là. Les Anglais sont tout à la fois, et chez eux et chez nous. Si nos escadres, au contraire, osons se hasarder dans la Manche, qui ne devrait s'appeler à bien dire que la mer française, elles se trouveront en péril permanent. La tempête ou la supériorité de l'ennemi peut amener leur destruction totale, parce que, dans les deux cas, il n'est point d'abri pour elles. C'est ce qui arriva à la fameuse journée de la Ocre ou Turville, à la gloire d'un beau combat aussi inégal, eux peut joindre encore la gloire d'une belle retraite si eux existaient un peu ou se réfugiaient. Dans cet état des choses, les gens à bonne vue qui aiment le bien de leur pays, à force des projets et des mémoires, détermineront le gouvernement à chercher dans le secours de l'art ce dont nous avait prouvé la nature, et après beaucoup d'hésitation et quelques tâtonnements, on s'arrêta sur la baie de Cherbourg,
qu'il s'agissait d'abriter à l'aide d'une immense digue jetée dans la mer. Par là, nous devions obtenir aux portes même de l'ennemi un radar officiel où nos vaisseaux pourraient à toute heure et par tous les vents courir à lui ou échapper à sa poursuite. C'était une magnifique et glorieuse entreprise, disait l'empereur, bien forte pour le faire. Et les finances de l'époque, on imagina de former la digue par des monstres construits à vide dans le port et remorqués ensuite jusque sur le emplacement où il était immergé à force de pierres dont on les remplissait, ce qui du reste était fort ingénieux. Louis XVI vint honorer ses opérations de sa présence et quitta Versailles, et ce fut un grand événement. Dans ces temps-là, un roi ne quittait jamais sa demeure. Ces excursions n'alliant pas au-delà d'une partie des chasses. Ils ne couraient pas comme aujourd'hui. Et je crois bien observer l'empereur que moi je n'ai pas pu contribuer à le mobiliser. Toutefois, comme il fallait bien que les choses portent son le cachet de temps, voilà la discussion interminable. La rivalité éternelle de la terre et de la mer qui va son train. On eût dit à cet égard qu'en France, il y avait deux rois. Ou que celui qui régnait avec du intérêt devait avoir de volonté, ce qui faisait plutôt qu'il n'en avait aucune. Ici, il ne s'agissait que de la mer. Et pourtant, l'on prononça pour la terre, non par la bonté de ses raisons, mais par la priorité de ses droits. Et où il s'agissait d'une sorte de l'Empire, on ne vit sans doute qu'une affaire de hiérarchie. Et par cela seul le grand but, la magnifique entreprise se trouva manquée. La terre s'établit à l'île appelée et au fort Quelqueville. Elle n'était appelée là que comme auxiliaire de la digue qui était elle-même l'affaire principale. Mais au lieu de cela, la terre commença par s'asseoir et força ensuite la digue de se subordonner à sa bienséance, de se placer, de se courber selon son tir. Qu'arriva-t-il? C'est que l'abri compris et qui devait être calculé pour recevoir la masse de nos flottes. Soit qu'il s'agit de frapper au cœur de l'ennemi, soit que le hasard les y fit prendre refuge, n'offrit plus de place qu'à une quinzaine de vassaux au plus quand il en eut fallu peu sont et au-delà. Ce qu'ils ont eu obtenu sont plus de peines ni beaucoup plus de dépenses. Si l'on se fût porté plus en avant dans la mer, seulement de là des points qui s'étaient ajustés et qu'avait fixé la terre. Un autre vu bien caractériste et qu'on aurait de la peine à imaginer, c'est que toutes les grandes mesures pour le rat de Cherbourg feront prises et arrêtées. La digue commençait, où dépasse celle de l'Est complétée et qu'on était sur le point de former l'autre, celle de l'Ouest, sans être procuré la connaissance exacte et précise de toutes les sondes de la rade, si bien que la passe déjà formée, celle de l'Est, large de 503 busées trop près du fort, n'admettait pas son inclination des oiseaux à marée basse et que celle que l'on avait formée à l'ouest se serait trouvée impraticable, ou du moins fort dangereuse, si la zèle individuelle d'un simple officier, M. de Chavagnac, n'avait fait
Attend cette importante découverte est forcé d'arrêter l'extrémité gauche de la digue à 1200 doigts du fort de quelques villes chargées de sa défense, ce qui me semble être est en effet à trop grande distance du reste du système des travaux de la digue, laquelle se trouve à plus d'un lieu du rivage et porte plus de 1903 de long sur 90 pieds de large, n'a pas été sans éprouver de nombreuses variations commandées au surplus par l'expérience. Les cônes qui, dans le principe, devaient se toucher par la base, furent bientôt espacés par force d'accident du père vu d'économie. La tempête les endommagea, le verre de rangeront le temps les paris, on y renonça tout à fait, et l'on se contenta de substituer des simples pierres perdues. Et quand on s'aperçut que la force des vagues rendait celles-ci mouvantes, on vint à avoir recours à d'énormes blocs qui ont fini par répondre à tout ce qu'on attendait. Ces travaux se sont continués sans interruption sous Louis XVI. Nos assemblées législatives leur donneront d'abord un redoublement d'activité, mais les grands ordres qui suivront bientôt les feront abandonner tout à fait. Et à l'époque du consulat, il ne restait plus de vestiges à l'œil de cette fameuse digue. L'imperfection première, le temps, la violence des flottes avaient fait tout disparaître jusqu'à plusieurs pieds au-dessus du niveau de la basse mer. Néanmoins, un de mes premiers soins, disait l'empereur, dès que je pris le timon des affaires, fut de tourner mes regards sur un point aussi important. J'ordonnai des commissions, j'ai fait discuter devant moi, je me rendis maître de l'état des lieux et j'ai prononcé que l'exaucement de la digue serait repris en toute hâte et à toute force. Toutes les deux extrémités recevraient avec le temps de massifs de fortification, mais que de cet instant même on allait se mettre en mesure d'établir en centre une batterie provisoire considérable, alors qu'on seront de tous côtés les inconvénients, les objections, les vues particulières, l'amour propre des opinions privées. Cela ne se pouvait assurément pas prétendre en plusieurs. Je n'en tins compte, j'ai insisté, j'ai voulu, et cela fut fait. Au moins, les deux hommes ont vu surgir comme par magie une île véritable sur laquelle se montra une batterie de gros calibre. Jusqu'à cet instant, les Anglais n'avaient guère fait que rire de nos travaux. Ils avaient jugé de le principe, disaient-ils, qui demeurerait en son résultat. Ils avaient deviné que les comptes s'étaient détruiraient, que les petites pierres obéiraient aux vagues, et surtout, ils sont reposés sur notre lassitude et notre inconstance. Mais ceci, ce fut tout autre chose. Aussi feront-ils mine de vouloir nous y troubler, mais ils s'y prenaient trop tard. J'étais déjà en mesure. La passe occidentale était demeurée par la force des choses extrêmement larges. Elle a de fortifications extrêmement qui défendaient chacune leur propre passe. Ne croissons plus leur feu. Ils pouvaient résulter qu'un ennemi audacieux peut forcer le passage de l'Ouest, venir mouiller lui-même en dedans de la digue et recommencer le désastre d'aboutir. Mais avec ma batterie centrale provisoire, j'y parais déjà. Cependant, comme je suis plus le permanent jardinier, en dedans de la digue à son centre, et comme soutien, un renfort qui lui servirait à son tour
d'enveloppe, un énorme pâté elliptique dominant la batterie centrale et se portant lui-même en 2 étages casematés est à l'épreuve de la bombe. 50 pièces de gros calibre avec 20 meurtriers et grand portée, ainsi que les casernes nécessaires magasins à poudre. C'est terne. J'ai la satisfaction d'avoir laissé ce bel ouvrage accompli.